Ibrahim Traoré exige la restitution totale. La France doit rendre tout ce qu'elle a volé. Un matin brûlant de Ouagadougou, le soleil s'élevait lentement sur les toits plats de la capitale. Dans les couloirs du palais présidentiel, l'atmosphère était grave, tendue. Le président Ibrahim Traoré s'apprêtait à faire une déclaration qui allait secouer les fondations de l'histoire postcoloniale. Il avait passé des nuits entières à lire des rapports, à écouter des historiens, à dialoguer avec les anciens. À ses côtés, un petit groupe d'intellectuels et de patriotes engagés avait compilé des archives, jusqu'alors enterrées. Ils avaient redécouvert les récits des résistants, les lettres volées, les objets sacrés arrachés par la force. Traoré était jeune, mais il portait la mémoire de générations bafouées. Depuis son arrivée au pouvoir, il répétait une chose: l'Afrique doit se relever dans la dignité. Et cette dignité passait par la vérité, la justice, la restitution. Ce jour-là, il convoqua la presse nationale et internationale dans la grande salle du palais. La pièce était décorée d'œuvres d'art burkinabées, dont certaines copies d'objets encore détenus à Paris. Les journalistes étaient venus nombreux. Certains pensaient entendre un discours classique, mais ce qu'ils allaient entendre allait faire l'effet d'un séisme. Le président monta sur le pupitre, salua brièvement, puis entra directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que chef d'État, mais en tant que fils de l'Afrique blessée. Il brandit un document. Voici la liste de ce que la France a emporté de nos terres, de notre mémoire, de notre spiritualité. Le silence était total dans la salle. Il poursuivit. Nous exigeons la restitution de tous les objets volés pendant la colonisation, sans condition, sans délai. Il cita les musées français, les collections privées, les archives fermées aux Africains. Ce n'est pas une demande, c'est un droit. Il évoqua les masques sacrés du peuple bobo, les statues des Mossi, les tambours des Gourmanchés. Chaque objet arraché est un morceau d'âme que nous devons retrouver. L'émotion dans la salle était palpable. Puis, il cita des chiffres. Des centaines de milliers d'objets africains se trouvent encore en Europe. Et nous savons où ils sont. Nous savons qui les détient. Il mit en cause nommément le musée du Quai Branly, mais aussi des familles aristocratiques françaises. L'heure de la réparation est venue, lança-t-il. En quelques minutes, la nouvelle fit le tour du monde. Les agences de presse parlèrent de déclarations de guerre mémorielles. Mais en Afrique, c'était un souffle d'orgueil retrouvé. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Dieu restitution totale et Dieu Ibrahim Traoré firent fureur. Des étudiants africains de Dakar à Kinshasa, de Bamako à Abidjan, se levèrent pour soutenir l'appel. Dans les marchés de Ouagadougou, les femmes discutaient de l'allocution. Il ose dire ce que les autres n'ont jamais dit, disait une marchande de piments. Pendant ce temps, à l'ambassade de France, c'était la panique. Le personnel diplomatique envoyait des rapports alarmants à Paris. L'Élysée convoqua une réunion d'urgence avec le ministère de la Culture. Et s'il faisait des émules, demanda un conseiller. La peur était que le discours de Traoré déclenche une vague continentale. Et c'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, le président du Mali exprima sa solidarité totale avec le Burkina Faso. Au Niger, les jeunes manifestèrent devant les centres culturels français. À Brazzaville, des artistes se mobilisèrent pour demander le retour des œuvres. La pression montait de partout. En France, le gouvernement tenta d'adopter un ton conciliant. « Nous sommes ouverts à discuter au cas par cas », déclara un porte-parole. Mais Traoré rejeta cette approche. Il ne s'agit pas de négocier notre dignité, il s'agit de la restaurer. Il créa une commission nationale pour la restitution. Elle réunissait historiens, chefs coutumiers, artistes, juristes et étudiants.
Leur mission était claire: dresser une liste exhaustive de tout ce qui doit revenir. Dans les villages, des campagnes de recueil de mémoire furent lancées. Les anciens racontèrent comment des soldats français avaient pris des objets sacrés. Des documents coloniaux furent exhumés des archives. On retrouva des lettres de résistance, des photographies cachées. L'histoire reprenait vie, non plus écrite par les vainqueurs, mais par les peuples. Le président fit un deuxième discours, encore plus radical. Si la France ne rend pas ce qu'elle a volé, nous considérerons ces objets comme des biens spoliés. Il annonça des actions en justice internationale. Il proposa une alliance judiciaire entre États africains pour exiger réparation. Il fit appel à des avocats du monde entier. Le Burkina Faso porta plainte devant l'UNESCO et la Cour internationale de justice. Le monde juridique fut secoué. Jamais un État africain n'était allé aussi loin. Traoré recevait des soutiens inattendus, des juristes sud-américains, des anthropologues indiens, des activistes européens. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le peuple se mobilisait. Les artistes lançaient un festival. Art volé, art libéré. Des expositions de copies d'objets furent organisées pour sensibiliser les jeunes. Des écoles dédiées à la culture précoloniale furent ouvertes. Le ministère de la Culture fut restructuré pour devenir un moteur de la Renaissance nationale. À Paris, les milieux intellectuels se divisaient. Certains appuyaient la demande burkinabé. D'autres s'y opposaient avec véhémence, parlant de patrimoine universel. Patrimoine volé, pas universel, répliqua Traoré dans une interview. Des manifestations eurent lieu devant les musées français. Des militants africains s'enchaînèrent aux grilles du Louvre. Ils criaient « Vous avez pris nos dieux, rendez-les-nous ». La tension montait. Un soir, une statue africaine exposée à Berlin fut vandalisée par un inconnu. L'homme laissa une lettre. « Je la rends à l'Afrique ». Cet acte fut condamné par les autorités, mais salué par certains artistes africains. Le débat devenait global. En Afrique, des émissions télévisées expliquaient aux citoyens pourquoi la restitution était essentielle. Traoré apparaissait chaque semaine pour répondre aux questions du peuple. Il parlait avec pédagogie, fermeté et passion. Il expliquait que sans mémoire, aucun peuple ne pouvait se projeter dans l'avenir. Il annonça une fête nationale de la résistance culturelle. Des statues des héros précoloniaux furent érigées. Le pays tout entier semblait renaître spirituellement. Et malgré les menaces, les pressions, les intimidations, Traoré tenait bon. Il refusa l'aide conditionnée de certaines puissances occidentales. Il tourna son regard vers la coopération Sud-Sud. Il visita le Venezuela, l'Algérie, le Vietnam, la Russie, pour tisser d'autres alliances. Son discours devenait celui de tous les peuples humiliés. Il inspirait au-delà des frontières africaines. Et pendant ce temps, les premières restitutions eurent lieu. Le musée de Bordeaux remit un masque d'Ogon au Mali. Le musée de Marseille rendit un tambour rituel au Burkina. À chaque fois, la cérémonie était filmée, transmise, célébrée. Des larmes coulaient, des chants s'élevaient. Les anciens bénissaient les objets revenus. Une prêtresse déclara « Nos ancêtres reviennent à la maison ». La spiritualité retrouvait ses racines. Dans les écoles, les enfants apprenaient désormais l'histoire d'avant la colonisation. Les programmes furent réformés. Des manuels africains furent publiés en langue locale. Traoré annonça « L'Afrique doit écrire sa propre histoire ». Il créa un fonds d'aide pour les chercheurs africains en patrimoine. Il encouragea les universités à travailler avec les communautés. Le monde observait, fasciné. Les Nations unies prirent note. Des résolutions furent proposées sur les biens culturels spoliés. L'Union africaine déclara le 25 mai « Journée du patrimoine africain restituée ». La pression montait sur la France.
Des élus français proposèrent une loi globale de restitution. D'autres résistèrent farouchement. Mais les lignes bougeaient. Le vent de l'histoire soufflait fort. Ibrahim Traoré, debout au milieu de son peuple, incarnait un nouveau souffle. Ce n'était pas une guerre, c'était une résurrection. Ce n'était pas une vengeance, mais une réclamation légitime. Il répétait souvent « Ce qui nous a été volé n'est pas seulement matériel, mais spirituel. » Et cette restitution-là, morale, culturelle, identitaire, était en cours. Un jeune garçon dans un village dit un jour « Je veux devenir président, comme lui. » Et une vieille femme répondit « Alors, souviens-toi toujours d'où tu viens, car c'est en se souvenant que l'on construit l'avenir. Un avenir où l'Afrique n'attend plus, mais agit, où l'Afrique ne quémande plus, mais exige, où l'Afrique ne subit plus, mais décide. » Ibrahim Traoré le savait, le chemin serait long. Mais il avait foi dans son peuple. Il avait foi dans la jeunesse qui se levait, dans les conteurs, les forgerons, les danseurs, les poètes, dans les résistants de l'ombre, les femmes courageuses, les enfants éveillés. Il disait « La plus belle arme d'un peuple, c'est sa mémoire. » Et cette mémoire revenait, peu à peu, au galop. Elle reprenait sa place dans les cases, dans les musées, dans les chœurs. Les tambours résonnaient à nouveau. Les griots racontaient les vrais héros. Les statues retrouvaient leurs autels. Les livres naissaient de nouveau. Le monde, enfin, écoutait. Car un peuple qui réclame sa mémoire est un peuple invincible. Et le Burkina Faso, à travers son président, disait haut et fort « Rendez-nous tout. Pas une miette, pas un masque, tout, et maintenant. » Ce cri traversa les continents. Il réveilla les silences. Il fit trembler les empires. Et il grava dans l'histoire cette vérité. L'Afrique se lève, et elle ne s'agenouillera plus jamais. Depuis plusieurs années, les débats sur la restitution des biens culturels africains ont pris une ampleur sans précédent. Ce qui n'était autrefois qu'une revendication isolée portée par quelques intellectuels africains est devenu un appel mondial, relayé par des institutions, des artistes, des militants, des chercheurs. L'histoire coloniale, longtemps ensevelie sous le silence et la gêne, revient désormais au centre de la scène. Le 25 mai, jour de l'Afrique, l'Union africaine a lancé un message fort au monde entier. Cette journée serait désormais dédiée au patrimoine africain restitué. Un symbole puissant, un acte politique. Cette décision n'est pas seulement un geste culturel, elle représente une étape cruciale dans le rétablissement d'une dignité longtemps piétinée. En Europe, en particulier en France, la pression s'intensifiait. Les musées, jusque-là réticents, sentaient le sol trembler sous leurs fondations. Des députés français, sensibles à cette revendication croissante, ont proposé une loi de restitution globale. Une première. Mais cette proposition n'a pas fait l'unanimité. Certaines voix, arc-boutées sur l'héritage colonial, résistaient avec vigueur. Elles parlaient de patrimoine universel, de valeurs muséales, oubliant que ces objets, masques, statues, tissus, avaient été arrachés à la force ou sous la menace, souvent dans le sang. Mais le vent tournait. Un souffle nouveau parcourait les capitales africaines. Un souffle porté par une jeunesse éveillée, instruite, connectée. Un souffle alimenté par la soif de justice, de reconnaissance, de réparation. Les lignes, longtemps figées, commençaient à bouger. Au Burkina Faso, un homme symbolisait ce changement profond. Ibrahim Traoré. Jeune, charismatique, enraciné, il incarnait cette volonté farouche de reprendre ce qui avait été volé, non par revanche, mais par exigence morale. Il parlait souvent de dignité, de mémoire, de renaissance. Pour lui, la restitution ne se limitait pas aux objets visibles. Elle était aussi spirituelle.
intérieure. Ce que l'Afrique a perdu, disait-il, ce n'est pas seulement du bois sculpté ou des métaux précieux, mais un lien vital entre passé et présent, entre ancêtres et descendants. Il fallait donc restaurer l'âme du continent. Dans un village reculé, un petit garçon regarda un jour un discours de Traoré à la télévision. Les yeux brillants, il déclara « Je veux devenir président, comme lui ». À ses côtés, une vieille femme posa la main sur son épaule et répondit simplement « Alors, n'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens ». C'est dans cette mémoire retrouvée que se construit l'avenir. Un avenir où l'Afrique cesse d'attendre qu'on lui tende la main. Un avenir où elle se tient debout, fière, exigeante, où elle prend sa place sans demander la permission. L'époque où l'Afrique quémandait est révolue. Désormais, elle exige, elle interpelle, elle écrit sa propre histoire, avec ses mots, ses héros, ses douleurs, mais surtout avec sa volonté inébranlable de ne plus jamais courber l'échine. Traoré en avait conscience. Le combat serait long, semé d'embûches, de trahisons, d'obstacles. Mais il croyait en son peuple, en la jeunesse, des villes et des campagnes, en ceux qui, dans l'ombre, bâtissent un nouveau monde, loin des projecteurs. Il croyait dans les femmes debout au petit matin, dans les enfants curieux, dans les poètes qui chantent la vérité, dans les artisans qui transmettent des savoirs oubliés. Pour lui, la mémoire était l'arme la plus puissante d'un peuple. Elle protège, elle inspire, elle guide.